Nordine Nabili, bonjour du Bonjour Bondiblog. Sylvia, bonjour Philippe. Elle est où la rosette? Ah, elle n'est pas là. Bon, non, je dis ça parce que vous avez été décoré par le ministre de la Culture il y a quelques jours. C'est le résultat, je pense, de quelques années de travail. Notamment, c'est plutôt un encouragement pour les jeunes du Bondiblog. Absolument. Bondiblog qui est à l'honneur en ce moment. Bon, nous, on va parler des copropriétés. Si la plupart des copropriétés fonctionnent sans problème majeur, certaines cumulent les difficultés. Alors, dégradation du bâti, évidemment, impayé des charges, paupérisation, surpeuplement des logements. Il est difficile pour les pouvoirs publics d'agir puisque cela relève du domaine privé. Tout à fait. En plus, on n'a pas vraiment de statistiques, on n'a pas d'études précises d'une manière un peu nationale pour comprendre un peu ce qui se passe. Et c'est toujours difficile de trouver des solutions sur un problème qu'on ne maîtrise pas réellement. Mais en gros, on estime à peu près à 250 000 logements donc dégradés, sur lesquels il y a un vrai travail à faire. Et il manque 1 million de logements en France, on le dit régulièrement. La demande est forte. Et c'est vrai que c'est une question sur laquelle la puissance publique doit absolument se préoccuper, dans le sens où, de toute façon, ce n'est pas que le privé seul qui peut résoudre ce problème, d'autant plus qu'on envisage deux solutions, à la fois la construction de logements, mais surtout la réhabilitation de l'ancien, puisqu'il y a quand même un parc ancien qui est situé en centre-ville, et c'est l'exemple qu'on va voir aujourd'hui. Exactement, avec ce reportage en Seine-Saint-Denis signé Hortense Villatienne, Chloé Beauté. Desservi par le métro, le RER et bientôt 2 lignes de tramway, Saint-Denis a longtemps été une ville de proche banlieue parisienne très attractive. Mais depuis plusieurs années, le parc immobilier privé du centre-ville est en souffrance. Dans le quartier Brizé-Chalat, le faible niveau de ressources des propriétaires occupants, conjugué à un désengagement de certains d'entre eux, a peu à peu conduit à rendre ces immeubles vétustes et des habitats en fin de course. Il y a un certain nombre de propriétaires qui ne se préoccupent pas du maintien et de l'entretien de l'immeuble, qui font qu'aujourd'hui, on a quand même un nombre important, près de 40% du parc privé dans Saint-Denis, qui aujourd'hui est en situation à risque, qualifiée de potentiellement indigne. Le projet de la ville prévoit donc dans ce quartier la démolition de 90 logements pour 188 constructions et une soixantaine de réhabilitations. Cette parcelle va faire l'objet d'une acquisition par notre aménageur. L'immeuble n'est plus possible de le redresser, donc il n'y a plus que l'intervention publique qui peut arriver à apporter des solutions, parce qu'aujourd'hui là on a un bâtiment qui est vraiment dangereux, sur lequel on va être amené à prendre des procédures pour éviter qu'il y ait donc des accidents mortels. Donc on est vraiment sur le stade ultime aujourd'hui du fonctionnement de la copropriété qui n'arrive plus à maintenir ce bâtiment en sécurité. Enrayer la spirale négative du foncier tout en conservant la logique de maintien du patrimoine, la tâche est délicate. Un travail de dentelle, une reconstruction de la ville sur la ville. L'idée, c'est qu'on puisse transformer ces aires de parcelles en programme de logement, avec des logements qui vont donc s'ouvrir sur cette impasse, et on va reconstituer un linéaire, un front urbain, et le créer en articulation avec l'école, vraiment recréer une vie à l'arrière de cette impasse qui était des fonds de parcelles qui n'avaient pas de vie et de qualité urbaine en particulier. Autre difficulté pour la mairie de Saint-Denis, travailler avec la population. La responsabiliser et la remobiliser sans qu'elle se sente chassée ou abandonnée. Une démarche de pédagogie vis-à-vis des familles. Les gens précaires et vis-à-vis de l'emploi et vis-à-vis du séjour et vis-à-vis du logement sont nombreux. Avec des enfants qui vivent dans des conditions absolument effroyables, qui du coup ont plus de mal que d'autres pour suivre l'école convenablement. Beaucoup de problèmes de santé, alors bien sûr des maladies qui sont liées à la présence du plomb dans les immeubles, le saturnisme. Donc une absolue priorité pour nous de sortir le maximum d'immeubles et de logements de la situation d'insalubrité dans laquelle ils sont, mais aussi d'accompagner les populations vers une situation de logement pérenne et salubre. Un protocole avec 6 bailleurs sociaux a par ailleurs été signé. Pour tout relogement d'une famille issue de l'insalubrité, le bailleur la prenant en charge pourra construire 2 logements neufs. Chacun des bailleurs s'est engagé à 30 logements. Les familles non éligibles aux logements sociaux, les sans-papiers par exemple, bénéficieront-elles d'une possibilité d'hébergement? La ville a acquis 2 immeubles à loyer libre pour répondre à ces situations d'urgence. Alors, question Nordine, la crise du logement est-elle un révélateur de l'état de fragilité de notre société? Oui, je crois, Sylvia, c'est en gros un miroir en fait, pour voir quel est l'état de notre santé. Au fond, il y a 2 chiffres, 100 000 personnes sont expulsables par an, il y a 400 000 logements vacants, selon les associations. Donc on voit bien que là, il y a un vrai paradoxe. L'autre problème, c'est que finalement, la dégradation urbaine est allée de pair avec la dégradation économique. On l'a vu dans ce reportage, les copropriétaires des années 80-90 étaient encore dans des activités économiques. La crise
est passé par là, donc ils n'ont pas pu notamment payer leurs charges. Et notamment, le point le plus central, c'est celui du chauffage. 40% des problématiques relèvent du manque de moyens pour payer son propre chauffage. Et donc, on se retrouve dans une espèce de cercle infernal, dans l'impossibilité de vendre. Et c'est là où des marchands de sommeil et des agences immobilières et aussi des structures de crédit jouent un peu une fausse note, puisque malgré tout, sachant que les difficultés sont là, accordent un certain nombre de crédits et en fait envoient un certain nombre de publics dans les difficultés. Et donc l'autre point, c'est qu'au fond, dans les centres urbains, les loyers sont tellement élevés que d'une manière ou d'une autre, on arrive à accepter les conditions de vie qui sont souvent des conditions de vie précaires. On va revenir aux opérations de réhabilitation, parce qu'il y a un point important à souligner, la concertation avec les habitants. C'est un point fondamental si on veut que ces opérations réussissent. Évidemment, parce qu'on ne change pas comme ça du jour au lendemain son logis, son chez-soi. Souvent, ces quartiers-là, même s'ils sont dégradés, les gens y ont vécu, y ont fait des enfants, les enfants ont grandi, donc ça fait partie de l'histoire familiale. Il y a aussi un rapport de voisinage. Donc, même si la situation paraît complexe, ça relève quand même de l'identité de chacun d'entre nous. Et effectivement, comme la question de la réhabilitation est très technique, donc on a des techniciens face à nous, donc il faut un peu plus humaniser finalement ces choses-là et expliquer au fond aux gens que même s'ils changent de territoire, il faut aussi dégoupiller l'angoisse qui consiste à déménager des gens qui se retrouvent des fois avec 20, 25, 30% de loyers supplémentaires pour des gens qui sont déjà dans la précarité. Donc là, c'est une vraie source d'angoisse et effectivement, il faut aussi dialoguer, rassurer, accompagner. C'est peut-être justement là la clé du court et du long terme pour pouvoir faire en sorte que les gens ne pensent pas qu'on les a chassés parce qu'il y a une crise immobilière, mais bien parce qu'on veut faire en sorte de les loger dans de meilleures conditions. Merci beaucoup Nordine Ambili du Bondi Blog et à la semaine prochaine pour Dans nos quartiers.